Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, il faut désormais compter sur lui dans l'univers des événements. Le Sabel se veut un espace où tout est relevé pour valoriser l'élevage. Ce matin, le président du Faso a donné le ton de ce salon, le tout premier, entièrement consacré au secteur. Les enjeux dans quelques secondes. Cet événement, par contre, est lui bien ancré. La 15e rencontre État-secteur privé s'achève à Bobo-Dioulasso. Des recommandations et surtout des engagements ont été pris de part et d'autre. Pour l'État, la place de choix qu'occupe le secteur privé dans l'économie nationale ne souffre d'aucune ambiguïté. Et puis ce chiffre, 32 000, c'est le nombre de dossiers litigieux portant sur le foncier dans la ville de Sia. Des commissions ad hoc seront bientôt installées pour l'appurement de ces dossiers. C'est ce qui ressort d'une rencontre tenue à Bobo-Dioulasso entre les ministres en charge de l'habitat et de l'administration territoriale et des maires d'arrondissement. Bienvenue à tous. Quelle place pour les productions animales et halieutiques dans le développement des bases productives et de compétitivité de l'économie nationale? La question sous-tend le Sabel, le salon de l'élevage du Burkina ouvert ce matin à Ouagadougou. La cérémonie avec Amado Ilboudo et Oumar Zambré. Par cette copie de ruban, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, lance ainsi la première édition du Salon de l'élevage de Burkina Faso, Sabel. Une première édition qui augure des perspectives meilleures pour le secteur de l'élevage. 1%, c'est le budget alloué chaque année au sous-secteur de l'élevage, l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois au Burkina Faso. Et pour Roch-Marc Christian Kaboré, tout sera fait pour booster le développement de l'élevage. C'est un domaine qui est important, qui emploie beaucoup de personnes. C'est un domaine dans lequel également l'autonomisation de la femme peut être jouée de façon fondamentale, que ce soit sur l'élevage des poules, que ce soit l'élevage des moutons, et également des chèvres, etc. Et donc nous devons, comme ils l'ont souhaité d'ailleurs lors de leur intervention, regarder et faire en sorte que le budget de l'élevage puisse être accru, de manière à permettre effectivement à ce que nous puissions monter, je dirais, ce ministère au niveau souhaité. Puisque nous voulons le développement de notre pays, il est important que ces secteurs qui valorisent et l'emploi, qui valorisent et également l'amélioration des conditions de vie, soient un secteur qui soit valorisé. Pour mieux impulser cette dynamique, la première édition du Sabel se tient autour du thème « Place des productions animales et halieutiques dans le développement des bases productives et de compétitivité de l'économie nationale ». Un thème qui met en exergue toute la diversité de la production dont une bonne partie est destinée à l'exportation vers la Côte d'Ivoire. Ce sont plus de 86 000 têtes de bovins et 166 000 têtes de petits ruminants qui sont partis du Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire. Les échanges portent également sur la volaille traditionnelle pour environ 60 000 têtes en 2015, avant bien sûr la survenue de la grippe aviaire hautement pathogène dans la sous-région. Les acteurs de l'élevage du Burkina et d'autres venus d'ailleurs ont répondu massivement présents à cette première édition du Sabel. Le président du Faso a pu le constater après avoir fait un tour dans les différents stands tenus par les exposants. Des éleveurs modernes avec des techniques et espèces animales aussi variées que possible. Des animaux à découvrir pour les curieux et les amoureux jusqu'au samedi 1er décembre prochain. Et après l'ouverture officielle, place au colloque introductif. Il fait intervenir les acteurs de la chaîne élevage, les producteurs, les experts et les décideurs se donnent des idées pour booster la production et faciliter la transformation ainsi que la commercialisation. Roger Kam, Tanga Kafando. Acte 1 du Sabel, le salon de l'élevage du Burkina, le colloque introductif. Au présidium, des acteurs de la recherche, des finances, de la production et de la commercialisation et des décideurs politiques
pour discuter des différents aspects du sous-secteur de l'élevage. Les thématiques tournent autour du thème du salon, les défis, les opportunités qu'il existe au niveau de l'élevage, la contribution du secteur de l'élevage dans l'économie. On aura une intervention sur le système financier décentralisé. Après plusieurs semaines de préparatifs, le premier salon sur l'élevage au Burkina Faso se tient enfin. Tout un pari gagné pour les organisateurs. Tous les acteurs vont reconnaître ce qu'ils doivent faire et faire en sorte qu'effectivement nous puissions arriver à une véritable promotion de notre secteur et aussi que notre secteur puisse être boosté à travers les rencontres que nous allons avoir. La Côte d'Ivoire est présente à la fois pour partager son expérience et son savoir-faire, surtout dans le domaine de la pisciculture. Et c'est une forte délégation qui va participer à l'événement, selon le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, parrain de l'édition. Nous allons vous faire voir des poissons en miniature, mais vivants, dans leur milieu, même si c'est superficiel, mais dans leur milieu naturel, où vous allez les voir, comment on va les nourrir, comment on fait la production d'alevins, puisque dans ce domaine aussi, nous sommes engagés avec le Burkina Faso pour faire en sorte que la pisciculture soit une réalité dans ce pays. En attendant l'ouverture officielle, les acteurs se satisfont déjà de la vitrine qui leur est offerte, non seulement pour exposer leur savoir-faire, mais également pour échanger sur leurs préoccupations. Et les participants à ce salon viennent aussi de la région du Centre-Sud. Elle est considérée comme une zone à vocation pastorale. Et à Manga, l'on réfléchit aussi sur le développement du pastoralisme dans le monde rural. Deux organisations non gouvernementales sont les initiatrices d'une rencontre. Le point avec Oumar Zambré. L'élevage contribue à hauteur de 12% au produit intérieur brut du Burkina Faso. Deuxième secteur pourvoyeur d'emploi avec plus de 26% des recettes d'exportation. C'est indéniable. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne peut se développer sans ce secteur stratégique. Et pour mieux l'organiser et le promouvoir, les acteurs intervenant dans la chaîne du pastoralisme dans la région du Centre-Sud sont ici en conclave dans le cadre du programme Voix pour le changement, un projet porté par deux ONG dont le PASMEP, la plateforme d'action pour la sécurisation des ménages pastoraux. Nous implémentons un programme de plaidoyer en faveur d'un meilleur exercice du pastoralisme. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons initié cette rencontre entre les acteurs locaux et les porteurs de ce plaidoyer-là. Le PASMEP intervient dans le domaine du pastoralisme depuis bientôt 10 ans. La région du Centre-Sud est une zone à vocation pastorale. On a jusqu'à 5 zones pastorales, en tout cas reconnues par l'État burkinabé. Ce qui fait que ici, les pasteurs vraiment se retrouvent facilement. Les organisateurs de ce cadre de rencontre comptent multiplier ce genre d'initiatives afin de sensibiliser tous les acteurs intervenant dans le pastoralisme en vue du renforcement de ce secteur d'activité. À Bobo-Dioulasso, la 15e rencontre État-secteur privé referme ses portes. 2 jours d'échanges ont été mis à profit pour penser développement à travers la transformation industrielle et artisanale. Les deux entités se sont engagées à regarder dans la même direction pour peu que les recommandations soient suivies de part et d'autre. Le point avec Bitibie Naon Kadouromenki. La traditionnelle rencontre gouvernement-secteur privé change de format. Elle devient un cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. Un nouveau format qui accouche de quelques engagements comme la labellisation de certains produits locaux, à savoir le beurre de karité, le cuir de kaya, le chapeau de saponé et le faso d'Anfani. Les exportations que nous faisons ou les expositions, à chaque fois que l'occasion se fait à l'extérieur, ce sont des produits que nous pourrons donc brandir comme des produits made in Burkina. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Ça va en droite ligne donc, du thème que nous avons traité. Un thème axé sur les défis de la transformation industrielle et artisanale. Des défis qui se résument aux difficultés d'accès au financement, aux structures marchandes et à la concurrence déloyale.
Des difficultés que le gouvernement compte œuvrer à aplanir. Décider, eu égard à l'urgence et à l'importance des problèmes qui ont été soulevés, de convoquer dans les meilleurs délais, la prochaine réunion du comité de pilotage afin de pouvoir examiner toutes les recommandations qui ont été faites lors de cette importante réunion, de manière à pouvoir prendre des décisions appropriées et, le cas échéant, de les soumettre au Conseil des ministres pour mise en œuvre immédiate. Ainsi donc, le gouvernement prend à bras le corps les problèmes qui minent le secteur privé. Et les acteurs du domaine n'en attendaient pas mieux. Et oui, les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition de ce cadre d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. Et dans cette attente, les opérateurs économiques espèrent donc la concrétisation des promesses tenues. Kassou Milogo, Olosan Yumu et Moumouni Baro nous les exposent. Fin des travaux de la rencontre nationale État-secteur privé 2018. Après avoir relevé la diversité de l'économie burkinabé, le Premier ministre Paul Kaba-Thieba a souligné que son institution va s'investir davantage dans divers domaines, notamment l'agro-industrie, le commerce, le tourisme et bien d'autres activités. Mais tous attendent que les promesses se réalisent pour donner un nouveau souffle à l'économie. Il ne faut pas qu'on oublie que le Burkina Faso compte aujourd'hui presque 20 millions d'habitants. Les transformations artisanales sont certes une très bonne chose, mais ça ne saurait être seulement la panacée. Il faut qu'on donne les moyens pour qu'il y ait une production aussi en série au niveau de ces artisans pour satisfaire le marché et la consommation. Qui dit Cité, qui dit Sofitex, c'est les huiliers. Et les huiliers, aujourd'hui, nous employons près de 1500 personnes. Je crois que l'État, en dehors de tout débat, doit tout faire pour trouver une subvention, pour essayer d'épauler les huiliers. Sinon, nous allons à la dérive. Dans tous les cas, les mesures fortes sont déjà prises pour labelliser certains produits locaux issus de la transformation artisanale, comme le beurre de karité de Nouna, le cuir et peau de kaya, les chapeaux de saponé et les fassos d'Anfani. Et à propos de la marche du 29 novembre prochain organisée par la Coalition contre la vie chère, Paul Kaba-Thieba appelle à une marche pacifique. Le Premier ministre a été interpellé par nos reporters sur la tenue de cette marche à l'issue de la rencontre de Bobo Dioulasso. Nous l'écoutons. Quiconque comprend un tant soit peu l'économie, quiconque comprend un tant soit peu les mécanismes de fixation des prix, dans un pays qui est enclavé comme le Burkina Faso, comprendra très facilement que le Burkina Faso ne peut pas vivre isolé du monde entier. À partir de 2016, le marché pétrolier s'est retourné. Les prix moyens qui étaient autour de 40 francs CFA, 40 dollars le baril, sont montés autour de 80 dollars le baril. Alors, dans ce contexte-là, nous avons continué à subventionner tout ce que nous pouvons faire pour, en tout cas, faire en sorte que nous soyons dans une économie solidaire, que nous soyons solidaires dans la richesse comme dans la pauvreté. Nous le faisons. Mais il y a des limites à cela. C'est la soutenabilité des finances publiques. On ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens tout le temps. C'est ça la question. Nous sommes obligés de commencer à ajuster nos prix parce que ça commence à avoir un impact insupportable pour nos finances publiques. Le droit de marché, la liberté d'opinion, ce sont des droits constitutionnels. Bien entendu, dans la limite du respect de l'ordre. Il faut éviter que ça ait des débordements et que ça se traduise donc par des castes et des troubles à l'ordre public. C'est ça la limite. Les propos du Premier ministre recueillis par Lamine Karantao et Mireille Carole Tougma. À l'Assemblée nationale, on a adopté ce matin la loi portant loi de règlement au titre du budget de l'État de gestion 2015. De cette loi, il ressort que le budget 2015 a été déficitaire de plus de 39 milliards de francs CFA. L'une des causes majeures, la situation sociopolitique, nous disent Idrissa Warga et Frédéric Etienne Bassenga. La loi portant règlement au titre du budget de l'État gestion 2015 est adoptée. 75 voix pour, 40 voix contre et une abstention. En 2015, les recettes se sont élevées à 1436 milliards de francs CFA contre 1475 de dépenses, soit un déficit de 39 milliards de francs CFA.
Aucun compte n'a été clôturé, tous les soldes ont été reportés en 2016. Un déficit qui, selon la Commission économique de l'Assemblée nationale, est lié, entre autres, à la situation sociopolitique de l'époque, à l'incivisme fiscal et douanier et au volume important de chacun pays. S'il est vrai que chaque commission de l'Assemblée nationale a fait des recommandations sur cette loi, elle contient néanmoins beaucoup de zones d'ombre selon l'opposition. De ces zones d'ombre, il y a le manque d'explications sur les crédits annulés, sur des supposés décaissements enregistrés à la primature et révélés par la presse, et des comptes de la présidence logés dans une banque de la place. Sur ces questions, la ministre déléguée en charge du budget rassure, ce volet ne concerne pas le gouvernement. La Cour des comptes va poursuivre ses investigations afin de donner son quitus ou de poursuivre s'il y a eu des malversations. Il nie toujours la paternité du coup d'État. Le général Gilbert Diendéré était de retour à la barre ce mardi au tribunal militaire de Ouagadougou. Le président du CND livre tout de même des précisions sur le déroulement des événements et les différents soutiens dont cette action a pu bénéficier. Le point avec Zoubaviel David Dabiré. Deuxième jour d'audition, le général Gilbert Diendéré reste sur sa ligne de défense. À la question du juge, qui sont ceux qui ont exécuté l'action que vous avez assumée, le général répond sans détour, Monsieur le Président, jusqu'à ce jour, je ne peux pas vous dire qui a ordonné ou exécuté cette action. Moi-même, j'apprends des choses ici. Pour autant, l'officier supérieur dit vouloir apporter sa contribution à la manifestation de la vérité dans cette affaire. Il relate au tribunal les péripéties qui ont abouti à sa prise de pouvoir le 16 septembre 2015. Et selon sa version, dans la matinée du 16 septembre 2015, alors qu'il était à son domicile, il apprend sur les réseaux sociaux la dissolution du régiment de sécurité présidentielle. C'était sur une proposition du Premier ministre Yacouba Isaac Zida, soupire le général. Il dit avoir été choqué par la nouvelle et envahi par des inquiétudes. Comment les hommes réagiront à cette nouvelle, s'est-il demandé. Le temps de se remettre de ses émotions, deux sous-officiers du RSP, les adjudants-chefs Jean-Florent Nyon et Moussa Nebié Dirambo, font leur entrée à sa résidence. Ils lui portent le message suivant: « Mon général, nous avons arrêté les autorités, nous sommes venus vous chercher. » Le général dit avoir rendu compte de la situation au chef d'état-major général des armées. Les deux sous-officiers Moussa Nebié et Jean-Florent Nyon, qui étaient à la tête d'un groupe composé de l'adjudant Michel Birba et du sergent-chef Roger Koussoubé du Le Touareg, escorte le général Diendéré au camp Nabakoum 2. Sur place, le général Diendéré rencontre les officiers et leur fait une description de la situation. C'est la première rencontre d'une soirée de médiation. Vers 17h, le général Gilbert Diendéré et le colonel-major Bourema Kéré rencontrent les membres de la CRAD, la commission de réflexion et d'aide à la décision composée de la haute hiérarchie militaire, des officiers généraux, de l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo, de Monseigneur Paul Ouedraogo et d'autres personnes ressources. L'information de l'arrestation des autorités est portée à cette instance. Le général Gilbert Diendéré dit avoir fait un exposé des faits graves ayant conduit à cette situation et propose au chef militaire de trouver une solution définitive à ces problèmes récurrents. Un groupe de médiation composé du chef d'état-major général des armées, le général Pegrenoma Zagré, le colonel-major Alassane Monet, l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo et Monseigneur Paul Ouedraogo est désigné pour rencontrer la troupe du RSP. Monseigneur Paul Ouedraogo demande la libération des autorités avant toute discussion. Face à l'intransigeance des soldats et officiers, Monseigneur Paul Ouedraogo aurait demandé à l'armée de prendre ses responsabilités si c'est un coup d'État. C'était la première fois que le mot coup d'État était lâché depuis le début de ces événements, selon le récit du général. L'armée n'y trouve aucun inconvénient, selon le général Diendéré. Mieux, certains officiers ont salué la décision et ont proposé qu'ils prennent le pouvoir au nom de la Grande Muette. La haute hiérarchie a accepté le principe et m'a assuré de son soutien, précise le général Diendéré. Monseigneur Paul Ouedraogo aurait proposé, je cite, « Dans ce cas, faites une déclaration. » Je l'ai rédigé et l'armée l'a amendé. Les suggestions de l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo ont même été prises en compte dans ce document. Document lu à la télévision du Burkina dans la matinée du 17 septembre 2015 par le colonel Mamadou Bamba. Dans la suite des événements,
Le général rencontre les diplomates présents à Ouagadougou, les émissaires de la CEDEAO, et fait face à ce qu'il appelle le revirement de la hiérarchie militaire. Le 23 septembre 2015, le pouvoir de la transition est remis en selle. Le 25, c'est le RSP qui est dissous. Le processus de désarmement commence au camp Nabakoum 2. Le 29 septembre, une pluie d'obus s'abat sur Nabakoum 2. Le général trouve refuge à l'Annonciature. Sous la pression des autorités burkinabées et de certains diplomates présents à Ouagadougou, il se rend à la gendarmerie le 1er octobre 2015. L'audition du général Gilbert Diendéré reprend demain à 9 h avec les questions et observations du parquet militaire. Et nous vous retrouverons au Baviel David Dabiré à 20 h. La paix et la sécurité dans la région sahélo-saharienne est au centre d'une réunion ouverte ce 27 novembre à Ouagadougou. Elle réunit les ministres des États participant au processus de Nouakchott. Le processus enclenché en mars 2013 par l'Union africaine vise à renforcer la coopération sécuritaire et l'échange de renseignements dans la bande sahélienne. Le point de cette 5e rencontre du genre avec Urbain Benito Sommet et Estelle Judith Assogba. Les hymnes nationaux de l'Union africaine et du Burkina Faso retentissent à l'ouverture de la 5e réunion ministérielle. Une réunion placée sous le sceau de la relance du processus de Nouakchott. Un processus lancé en mars 2013 par l'Union africaine pour faciliter le renforcement de la coopération sécuritaire et l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la région sahélo-saharienne. Au cours de nos discussions, il est impératif que nous identifions les défis à relever afin d'aboutir à une mise en œuvre efficace des engagements pris dans nos réunions respectives. Aujourd'hui, ces États font face à une recrudescence des activités illicites des groupes armés et du phénomène de terrorisme. Pour venir à bout du phénomène, ils estiment qu'il faut une synergie d'action entre les États. Au regard de la complexité de la lutte et des difficultés économiques auxquelles nos pays sont confrontés, la synergie d'action reste l'une des meilleures alternatives pour endiguer le phénomène. À Ouagadougou, les pays participant au processus, avec à leur côté les services spécialisés et les organisations régionales et sous-régionales, vont examiner à nouveau la situation sécuritaire et politique de la région sahélo-saharienne, passer en revue l'état de la mise en œuvre des conclusions précédentes et identifier les vecteurs pertinents de revitalisation du processus de Nouakchott afin de stimuler la coopération et la coordination des États membres. Et le Burkina Faso reconnaissant l'Union européenne à travers son commissaire à la paix et à la sécurité, Ismail Chergui, a été fait officier de l'ordre national, une distinction reçue des mains du ministre en charge des Affaires étrangères. C'était au cours d'une soirée d'hommage dont voici le compte-rendu avec Césaire Carfo et Vincent Kiendrebogo. Nous vous remettons les insignes d'officier de l'ordre national. Ismail Chergui, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, fait officier de l'ordre national par les autorités burkinabées. Une reconnaissance à l'homme et à l'institution panafricaine pour certaines actions remarquables comme le soutien de l'UIA à la transition de 2015 et son engagement aux côtés du Burkina Faso contre le terrorisme. Tout le monde se souvient de l'engagement pris par l'Union africaine en 2015 notamment, lorsque l'Union africaine accompagnait le Burkina Faso, l'engagement qui avait été pris surtout lors du coup d'État de septembre 2015 avec des déclarations fortes, avec des prises de position fortes pour faire échouer le coup d'État. Nous sommes reconnaissants également à l'Union africaine pour son accompagnement tout au long du processus de transition, mais surtout aussi lorsqu'il s'est agi de la relance économique du Burkina Faso. Cela va renforcer ma détermination personnelle et celle de mes collègues. Les mêmes sentiments de respect, d'attachement, de détermination à travailler avec le Burkina Faso animent aussi la Commission et son président Moussa Faki Mahamat. Cette distinction intervient en marge d'une rencontre de haut niveau pour la relance du processus de Nouakchott, rencontre qui s'ouvre ce mardi à Ouagadougou et réunissant 11 pays du Sahel.
Et puis, Smaïl Chergui a été reçu en audience au palais de Kosiam en fin d'après-midi ce 27 novembre. Le président du Faso s'est également entretenu avec le ministre ivoirien en charge des ressources animales, parrain du Sabel. Une délégation du processus de Nouakchott est également allée exposer les enjeux de la 5e rencontre ministérielle de ce processus. Le point avec Yacouba Gambene et Pascal Kané. Les pays membres du processus de Nouakchott veulent renforcer leur coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est l'une des principales conclusions auxquelles ils sont parvenus aujourd'hui dans la capitale burkinabé. Cette délégation est venue faire le point de cette rencontre au président du Faso. Des décisions ont été prises, comme par exemple coordonner au mieux désormais ce processus de Nouakchott-là, en confiant la présidence à un État qui, durant une année, va donc coordonner les différentes actions. Et on va commencer par le Burkina Faso, qui va donc coordonner pour une année l'ensemble des actions, à savoir les réunions ministérielles, mais également les réunions des services de renseignement. C'est également l'occasion pour cette organisation sahélienne de 11 membres de montrer toute sa solidarité au peuple burkinabé frappé par le terrorisme. Cette réunion se veut d'abord un geste de solidarité en direction de nos sœurs et de nos frères ici dans ce grand pays qui ont eu à subir un certain nombre d'attaques terroristes. Et nous avons vu la résilience de ce peuple, de ces institutions, et nous n'avons aucun doute sur le fait que non seulement le Burkina ne sera jamais seul, mais que on finira par vaincre donc cette hydre terroriste. Dans la matinée, le président du Faso a reçu le ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques. Kwasi Adjoumani participe au premier salon dédié à l'élevage au Burkina Faso, une ressource que les deux pays ont en partage. Nous avons une coopération dans plusieurs domaines d'activité concernant l'élevage et les ressources halieutiques. Ce sont des milliers d'animaux qui sont convoyés en Côte d'Ivoire pour la consommation humaine. Il en est de même aussi des échanges que nous faisons dans le domaine halieutique, où nous avons fait parvenir des alevins en vue de soutenir la pisciculture au niveau du Burkina Faso. Le ministre ivoirien profite de son entrevue avec le président du Faso pour témoigner de sa solidarité et celle du peuple ivoirien au peuple burkinabé durement éprouvé par les attaques terroristes. Retour à Bobo-Dioulasso où les chefs des départements en charge de l'habitat et de l'administration territoriale évoquent la question foncière. Ils sont à cet effet entourés de 7 maires d'arrondissement de la capitale économique. Des commissions ad hoc seront bientôt installées avec pour mission de se pencher sur l'appurement du passif foncier. Et elles auront fort à faire car la ville de Sia compte 32 000 dossiers. Manekayen et Ali Traoré, reportage. La question de l'appurement du passif sur le foncier est au centre des préoccupations à cette rencontre entre le ministre en charge de l'habitat, son collègue en charge de l'administration territoriale et les 7 maires d'arrondissement de Bobo-Dioulasso. 32 000 dossiers de cas litigieux sont enregistrés pour la ville et il faut trouver des solutions. Nous sommes dans la phase d'opérationnalisation, de mise en place de ces commissions ad hoc, mais avant l'installation de ces commissions, il fallait que nous puissions nous entretenir avec les acteurs de terrain, que sont les membres des conseils municipaux, les maires, œuvrant dans le domaine du droit au logement. Avec les recommandations et tout ce que nous avons entendu ce matin, nous ressortons satisfaits parce que les difficultés qu'on gérait au quotidien n'étaient pas aisées. Les ministres ont ainsi invité ces maires à accompagner les commissions pour la réussite de leur mission. C'est le même message à l'endroit des OSC et tous ont affirmé leur disponibilité. En dehors des sociétés et de la société civile que nous sommes, les associations aussi qui sont dans les différents secteurs sont nos composantes aussi. Donc nous allons travailler avec eux de telle sorte que vraiment qu'il y ait quand même une bonne régulation dans cette histoire de lotissement. L'installation des commissions ad hoc est prévue pour se tenir en fin décembre
foi du ministre en charge de l'habitat. Après Istanbul, c'est au tour de Ouagadougou d'accueillir la 7e session de la conférence ministérielle sur le rôle de la femme dans le développement des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. La ministre en charge de la promotion de la femme voit en cette réunion un challenge pour l'Afrique noire et pour le Burkina en particulier. La rencontre se tiendra du 30 novembre au 1er décembre prochain. On en sait plus avec Isiaka Oudraogo et Nathalie Sawadogo. Après Istanbul en Turquie, le Burkina Faso abrite la 7e session de la conférence ministérielle sur le rôle de la femme dans le développement des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Un rendez-vous très attendu pour les États membres. La session offrira l'opportunité aux États membres ainsi qu'aux institutions partenaires de discuter des avancées sur les questions de l'autonomisation de la femme, de la mise en œuvre du plan d'action de l'OCI sur la promotion de la femme et des politiques du genre dans les États membres de l'OCI. En outre, les participants identifieront les principaux obstacles et challenges auxquels sont confrontées les femmes dans les États membres et partageront leur expérience en vue de formuler des recommandations spécifiques sur la mise en œuvre du plan d'action OCI pour la promotion de la femme. L'Organisation de la coopération islamique a été créée en 1969 et se présente aujourd'hui comme l'une des plus grandes organisations intergouvernementales. Elle regroupe une 50aine d'États dont le Burkina Faso. Objectif, consolider la solidarité entre États membres. Ils y retournent 36 ans après l'avoir quitté. Les élèves de la promotion 1978-1982 du lycée Philippe Zenda Kaboré rendent hommage à ceux qui leur ont inculqué le savoir. Ils ont dans la foulée remis du matériel informatique pour soutenir l'établissement dont la renommée leur a ouvert bien des portes. Un moment riche en émotions que Lassina Ouattara et Tanga Kafando nous font vivre. Des attestations, des reconnaissances et des trophées pour ces professeurs du lycée Philippe Zenda Kaboré, aujourd'hui à la retraite. Par ce geste, la promotion 1978-1982 du lycée Philippe Zenda Kaboré dit merci à ceux qui lui ont transmis le savoir. Ça me fait beaucoup plaisir. Ça, je ne l'espérais pas. Si je suis encore en bonne santé dans 10 ans, c'est avec plaisir que je reviendrai. La jeune génération a également été invitée à cette rencontre et pour la soutenir, la promotion 78-82 a fait un don estimé à 3 500 000 francs CFA au lycée Philippe Zenda Kaboré. Nous avons été au lycée ici. Les professeurs ont contribué à notre formation. Nous sommes devenus ce que nous sommes. Et pour ne pas être ingrats, il fallait nécessairement qu'en fonction de ce que nous avons pu acquérir sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, nous puissions venir contribuer à faire en sorte que l'administration actuelle sache que nous sommes reconnaissants au lycée. Je suis très ravi de ce geste, la promotion 1978, qui a bien voulu doter le lycée Zenda d'une salle informatique équipée de 10 ordinateurs et d'une imprimante pour concourir aux meilleures conditions de travail des professeurs. Et au nom de toute la communauté éducative, je dis grandement merci à la promotion 78. Outre ces récompenses et dons, la cérémonie de retrouvailles a été riche en émotions et a ravivé des souvenirs vieux de 40 ans. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.